Bonsoir tout le monde et merci d'être si nombreux parmi nous ce soir à cet hommage, présence au pluriel d'Edgar Morin. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit et qu'on organise des débats autour de son parcours et de son œuvre, mais cette fois-ci, l'occasion est tout à fait opportune pour rebondir sur le dernier numéro des Cahiers de l'Herbe qui lui a été consacré et qui reprend tout le travail qu'il a entrepris pour son travail de sociologue, de philosophe. Et évidemment, le numéro est disponible dans les librairies. Là, déjà, je crois qu'il y a une semaine que le livre est disponible. Edgar Morin, je laisserai à François Nivolet, qui a coordonné ce numéro, le soin de le présenter et aussi de présenter nos invités que je remercie au nom de l'Institut du Monde chaleureusement d'être présents parmi nous. Et si on a vraiment un panel de choix, des amis d'Edgar, des proches, des compagnons de pensée qui vont éclairer donc par leur intervention et leur témoignage son œuvre plurielle et ouverte. Je ne vais pas monopoliser la parole, juste pour vous rappeler deux événements à venir. Le premier, jeudi prochain, et la situation, évidemment, le justifie amplement, d'un pays meurtri qui essaie de se relever, mais dans les traces de la guerre et de la destruction sont encore là, à savoir l'Irak. On va organiser un débat autour de la question de la sécheresse en Mésopotamie et avec évidemment les plaies ouvertes de ce pays. On va essayer donc de savoir un peu plus. Deuxième événement, je renvoie là au programme qui est mis en ligne sur le site de l'IMA, les rendez-vous de l'histoire. Donc la deuxième édition aura lieu entre le 20 et le 22 mai, pendant tout un week-end. Nous allons recevoir à peu près 160 intervenants, plus de 60 parents parmi des prestigieux historiens et aussi penseurs, écrivains. Voilà, je remercie tous nos amis penseurs, philosophes, sociologues qui sont là ce soir. Et avant de passer le micro à François Nivolet, je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse aux directions d'Edgar pour lui dire que ce numéro, évidemment, est un numéro qui offre une synthèse de sa pensée, de son travail. On aurait souhaité également voir la contribution de plumes arabes, parce que Edgar Morin s'inscrit, son racine de plus en plus aussi c'est dans le sol arabe, surtout au Maroc. Et aussi, je voudrais peut-être lui poser déjà une question. Que pense-t-il de cette jeunesse aujourd'hui qui nous étonne et qui est en train de changer pas mal de choses via Nuit debout et tout ce qu'elle soulève. Ça, c'est aussi un défi qui est posé aux sociologues, aux philosophes et aux journalistes. Voilà, je pense que dans leur intervention, cette question
elle viendra évidemment d'elle-même, elle se posera d'elle-même, et le débat portera aussi avec vous sur ce volet de la pensée, puisque avec Stéphane Hessel, ici même, on avait reçu Edgar Morin, et sur justement indignez-vous, et cette indignation, elle se prolonge sous d'autres formes. Voilà, merci à vous et à toi, François. Merci. Edgar répondra, j'imagine, un peu après. Je voulais remercier d'abord l'Institut du monde arabe et Jacques Lang de nous recevoir aussi amicalement et généreusement. Remercier aussi Laurence Tacou, directrice des éditions de Lerne, qui a permis la réalisation de ce cahier, que voilà, qui est le numéro 114 d'une série de monographies consacrées à des grandes figures des lettres et de l'esprit. Parmi les dernières publications, je citerai les noms de Cocteau, Roth, Freud, Blanchot, Benjamin, Foucault, Scholem, Lévi-Strauss, excusez du peu. Ça fait partie de ces grandes collections françaises. Je voudrais préciser que cette rencontre ce soir, elle a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle est résolument amicale. En effet, autour de moi, cette table ronde qui n'est pas ronde, il n'y a que des amis. Mais être ami, ça ne peut pas dire que l'on acquiesce à toutes les propositions et à toutes les thèses de son ami. L'amitié qui lie les gens autour de moi, et moi-même, à Edgar, c'est une amitié critique au sens propre du terme. Critiquer, c'est distinguer. L'amitié, au sens grec, philia, elle va de pair avec l'agone, avec la rivalité féconde. On sait bien, et la langue ici est claire, que l'amitié, ça se tisse, et qu'un tissu, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait des fils en tension contraire. J'aimerais aussi rappeler que le mot complexus, en latin, ça veut dire rassembler, mais aussi peut-être tisser ensemble. Par conséquent, l'idée de l'amitié parcourt la pensée et l'œuvre d'Edgar Morin. Alors on peut se demander ce que cela veut dire d'être l'ami d'Edgar Morin. Alors on peut parler évidemment d'amitié personnelle. Enfin, une amitié personnelle, c'est cette inclination énigmatique et réciproque entre deux êtres qu'on connaît parce que c'est lui, parce que c'est nous. Mais aussi, plus sûrement, et peut-être de manière tout aussi énigmatique, une amitié intellectuelle. Et il est clair que c'est de cette amitié qu'il s'agit ce soir. Non pas de penser comme Edgar Morin, il n'y a pas de morinisme, heureusement, mais penser avec Edgar Morin. Et je crois que tous, ici, nous avons pensé avec Edgar Morin à des moments de notre itinéraire, de nos itinéraires. D'ailleurs, chacun autour de cette table relèvera sans doute un aspect de cette pensée qui le lie à Edgar Morin, qui permet à chacun, au fond, d'aller au bout de sa pensée, peut-être au-delà de sa pensée, là où elle se tient. Alors, je présente les gens qui sont autour de moi, les intervenants, de gauche à droite, Michel Vievorka, qui est sociologue, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui aujourd'hui est le président du directoire de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Régis Debray, qui est philosophe, écrivain, qui dirige la revue Medium, Edwy Plenel, qui dirige Mediapart, l'un de ces nouveaux médias très efficaces, très utiles et très utilement offensifs, Alain Touraine, qui est directeur d'études à l'EHESS. Et j'aimerais que les uns et les autres, vous mettiez en évidence quel est cet aspect de la pensée d'Edgar qui vous lie à lui, quel est cet aspect de l'amitié précieuse qui fait que ce soir on n'est pas là pour célébrer simplement l'existence d'un homme et de sa pensée, c'est le cas, mais on va éviter le panégyrique, mais de rappeler que c'est une pensée rare parce que c'est une pensée qui a une tenue d'abord, et la tenue d'une pensée c'est quelque chose de suffisamment rarissime pour être souligné. Je vais donner la parole à Alain Touraine qui aime souligner chez Edgar l'intellectuel qui a su s'opposer
aux nazis, aux staliniens, qui a su s'engager dans le siècle, sans pour autant d'ailleurs faire de l'engagement une idéologie sommaire, comme cela sera le cas parfois. Nous vous écoutons. Ça marche tout seul? Ça marche? Merci de me donner la parole. Je vais essayer de suivre la consigne que vous venez de nous donner et je vais même l'interpréter de manière un peu étroite. Je veux dire par là, je voudrais faire une intervention, si je puis dire, à thèse, c'est-à-dire ce que je voudrais dire, parce que c'est ce que je pense de plus central sur Edgar, c'est expliquer pourquoi, dans ce que je considère comme un extrême vide, et que signifie ce vide dans lequel nous sommes, il se trouve être, me semble-t-il, l'unique figure qui fait apparaître le champ intellectuel, politique, et je dirais même, d'un mot qu'il est impossible de ne pas employer quand il s'agit de lui, anthropologie du monde, appelons-le post-quelque chose, post-industriel, post je ne sais pas quoi, post-national, si vous voulez, où nous sommes. C'est pourquoi je dis je vais défendre une thèse, c'est-à-dire en qu'est-ce qui a disparu, en quoi c'est le vide de quoi, c'est l'élimination de quoi, c'est le manque de quoi qui définit notre situation. Et qu'est-ce que lui apporte là-dessus? Et pourquoi il est le seul? Parce que je crois qu'il est le seul. Ce qui est le vide actuel, je m'excuse de devoir parler très très rapidement, mais c'est ceci. Nous avons vécu dans une société qui était vraiment ultra sociale, qui se pensait en termes sociaux. C'est même peut-être dans notre histoire la société industrielle, la seule société qui se soit pensée en termes proprement sociaux, socio-économiques, mais sociaux, disons. Or, tout ça a disparu. A disparu, et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je veux dire depuis fort longtemps, au moins 50 ans, et beaucoup plus en réalité, presque un siècle, ce social s'est décomposé, et on a d'un côté de l'économie sauvage, et de l'autre côté, un politique pur, encore plus sauvage. Et donc, tout ce qui était société, civilisation, est passé au feu, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation sociale, comme toute situation sociale, elle est vécue, je ne dis pas qu'on est dans le vide au sens de il n'y a plus rien, il n'y a plus d'institution, évidemment non. Mais disons, nous sommes dans un monde qui a perdu tout sens. Si on pense, comme je le pense moi-même, et comme je crois fortement qu'Edgar le pense aussi, et probablement nous ne sommes pas seuls. Une société, c'est à la fois des pratiques et une interprétation, un sens. Ah, c'est la carte, pardon, excusez-moi. Donner à ces pratiques. C'est à la fois des pratiques et le sens des pratiques. Il ne faut pas discuter ce qui est en haut, ce qui est en bas. Les deux choses sont intrinsèquement liées, sont spécifiquement liées. C'est pourquoi nous devrions tous dire que notre activité, c'est de l'anthropologie historique.
Bon, nous sommes dans ce monde qui a perdu tout sens, je veux dire qu'il n'y a plus depuis longtemps d'expression interprétative. Il y a eu, après la guerre, de grands efforts que j'appellerais plutôt philosophiques qu'anthropologiques, c'est-à-dire il y a eu en Allemagne et en France et dans d'autres pays, il y a eu toute une période, la French Theory et tout ce qu'on voudra, mais très étrangement, vous avez pu le remarquer, en France, les grands esprits de cette génération à laquelle nous appartenons d'une certaine manière, mais pas intellectuellement, n'ont pas parlé de la situation. Et les Allemands, je dirais, encore moins. Vous vous souvenez quand même que notre mère à tous, l'école de Francfort, si je puis dire, a très peu parlé du nazisme. Et le livre que Adorno a fait aux États-Unis a été fait par un professeur de psychologie sociale américain qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'école de Francfort. Bon, enfin, il y en a qui ont parlé, je pense à Benjamin évidemment, mais c'est pour ça qu'il était marginal et même rejeté. Ouais, sans dire. Voilà. Et donc, nous sommes, je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus, nous sommes dans une situation qui est entièrement dépourvue de sens. Je le dis aussi fortement que je peux. L'idée que je défends, que je vais essayer d'expliciter aussi brièvement et clairement que possible, c'est que Edgar a apporté les éléments fondamentaux, je vais en isoler trois, je pourrais être évidemment plus précis, de construction d'un nouveau sens, je préférais le mot interprétation, d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle lecture, comme on disait autrefois, ou d'une nouvelle, je ne veux pas dire Weltanschauung, parce que vraiment ça ne coïncide pas du tout avec ce que nous avons aujourd'hui passé. La première chose qu'a fait Edgar, qui est quand même extraordinaire, imprévisible, c'est évidemment d'avoir fait appel pour sortir d'une vision qui était devenue sclérosée, puisque dépourvue de sens, répétitive, bureaucratique, répressive, de la pensée du XIXe siècle, de la société industrielle. Il a fait, et qui se voulait scientiste et scientifique, il a fait appel à la science. Et je l'ai vu moi-même à l'Institut Salk à San Diego, parce que moi j'étais voisin, j'étais à Los Angeles, à UCLA à ce moment-là. Et je trouve que se débarrasser du scientisme du XIXe siècle en prenant comme instrument les gens de chez Salk et son cher von Foster et d'autres, c'est quand même passablement génial. C'est pas une chose tellement habituelle. Ça s'est peut-être passé un peu au XVIe siècle. Mais enfin, dans le monde moderne, c'est-à-dire dans notre siècle à nous, c'est quelque chose, disons, il a fait éclater ce monde socialement mort, mais qui voulait éliminer tout qui se disait comme autodéterminant ou même surdéterminant, en faisant appel, en débordant ce social mort, d'un côté par le cosmos et le système du monde, avec multidimensionnalité, transversalité, complexité, tous ces mots qui indiquent tous du débordement, donc du non contrôlable, par les institutions sociales d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il nous libère de cette société qui nous emprisonne d'une certaine manière, en allant jusqu'à l'individu, en réintroduisant l'individu.
troisième chose, il a introduit ce qui est un thème majeur des sciences sociales d'aujourd'hui, l'ambivalence. L'homme sapiens demens. Et l'individu et le collectif. Enfin, c'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre avec des complémentarités et des oppositions inséparables. Ce qui donne une richesse, une ouverture, un champ de débat et de perception même tout à fait extraordinaire. Voilà ce qu'il a fait et donc. Et je vais conclure ces trois remarques par ce qu'il a fait, à mon avis. Je vais donner l'exemple de ses recherches les plus proprement sociologiques, c'est de faire réapparaître dans cette pensée sociale au sens le plus général du terme, qui était consacrée à des systèmes, en plus de ça, à des systèmes morts, mais à des systèmes. Il a réintroduit le thème de l'acteur. Je vous donne les deux exemples les plus célèbres de ces travaux proprement sociologiques. D'abord, disons, celui que j'aime le plus, qui est Clausewitz. Bon, comme vous savez, c'était amusant, il y avait tout le banc et l'arrière-banc de l'anthropologie et de la sociologie qui se déverse sur un petit village breton et qui, pendant des années, des mois, on fait des tas de trucs. Et on ne trouve rien, sinon on fait des choses sans intérêt. Edgar arrive, il se met au bistrot, et je dis il se met au bistrot, vous n'allez pas croire qu'il ne fait rien. Et il arrive à la conclusion suivante, qui moi, alors, étant un peu historien de formation, me touche au plus haut point. Vous savez bien qu'en Bretagne, l'école publique avait comme fonction de sélectionner les meilleurs pour en faire des gens qu'on envoyait à Paris, qui devenaient hauts fonctionnaires. Parfois très hauts fonctionnaires, de l'élite sociale. Or, à ce moment-là, oui, je me dépêche, à ce moment-là, les mères de famille et les curés ont dit on ne veut pas que nos fils partent à Paris. Et à Noël, on leur a offert un tracteur au lieu d'offrir un billet de chemin de fer. Et donc la Bretagne s'est complètement transformée et a développé le lait jusqu'à 68, pas 68 même, mais fin de 68, la crise du lait, où toute l'industrie du lait s'est écroulée. Mais pendant 20 ans, la Bretagne a fait un formidable développement. Pourquoi? Parce que lui, Edgar, comme la mère des garçons, les mères des garçons, comme les curés du village, ont pensé en termes d'acteurs. Il faut fabriquer des gens qui aient envie de faire quelque chose. Bon, quand même, pas les catégories sociologiques classiques, mais c'est capital. Et je dirais, pour ne pas prendre de temps, parce que tout le monde connaît ça, la rumeur d'Orléans, c'est la même chose, puisque lui, à qui, je crois, une organisation juive demande d'étudier ça, il conclut, c'est pas non. C'est dans cette ville d'Orléans que je trouve bien connaître, mais qui est une ville qui vivait de la rente foncière, qui est une ville très traditionnaliste et morte, il découvre que la modernité s'introduit et que les gens ont peur de la modernité et qui vont faire de la modernité quelque chose qu'on puisse condamner dans les bonnes maisons, c'est-à-dire un truc de... C'est-à-dire que vous avez là, bon, il nous a cassé, à travers tous ces écrits théoriques, il nous a cassé ce monde socialement mort. Et il a pris ses distances par des actes violents, intellectuellement, et pour arriver à réintroduire une situation qui n'est plus un système social, qui est un ensemble des réseaux d'acteurs sociaux. Je dis, et je termine là-dessus,
Je ne dis pas que ce que je viens de dire, il est tout à fait le seul à l'avoir fait. Mais, dans ce monde média où on est, c'est-à-dire où les pensées doivent être associées à des conduites pour être perçues et comprises et acceptées, il est le seul qui est créé en même temps que les idées du présent et de l'avenir. J'allais dire un personnage, mais le mot n'est pas juste, des conduites, les actes, les situations, en partie par le cinéma, en partie par sa présence dans différentes situations, etc. Autrement dit, il a été le seul à penser et à faire vivre une nouvelle interprétation d'une société qui se constituait comme société de communication. Ça, on peut, c'est pas difficile à définir, des techniques. Voilà pourquoi je considère que dans le vide encore où nous sommes, car ce vide n'a pas disparu, au contraire, nous sommes au fond de l'impasse, no thoroughfare, callejón sin salida, comme on dit chez les gens plus civils. Eh bien, Edgar est le seul qui soit en mesure de montrer la route, de parler, d'être suivi, de convaincre. Et je termine sur une chose, parce que j'y tiens, c'est qu'il est écouté aussi, parce qu'il fait partie des gens qui ne sont pas tout à fait comme les autres, c'est-à-dire des gens qui ont engagé leur vie pour une juste cause, ce qui donne une toute autre signification supplémentaire, plus lourde, disons, du risque pris, et qui est évidemment un instrument de conviction, une situation convaincante, car on croit les gens, les témoins qui, etc. Voilà. Merci Alain Touraine. Vient de nous rejoindre Jean-Michel Blanquer, qui est ancien recteur d'académie et actuel directeur général de l'ESSEC. Mais je vais donner la parole à Eddy Plemel, qui va évoquer une amitié à la fois profonde et complexe, qui a pu le lier et qui le lie à Edgar Morin. Bonsoir à toutes et tous, et surtout à toutes. Parce que sur ce point, cette tribune n'est pas tout à fait à l'image de la vie d'Edgar. Et du fait que s'il y a un homme qui, dans son siècle, ne fut pas un machiste, un phallocrate, un homme au-dessus des femmes, un homme capable d'aimer les femmes en tant que telles, comme des égales, des partenaires, des amantes, des collègues, et tout cela, ce fut bien Edgar. Et la deuxième petit clin d'œil que je voudrais faire, au-delà des mots sur l'œuvre d'Edgar, son œuvre-vie, nous sommes aussi ici pour lui dire « tiens bon », pour lui dire que sa jeunesse nous aide, pour lui dire que ce jeune homme qui va sur ses 95 ans ne doit pas nous jouer des mauvais tours, et qu'il doit continuer à avancer avec cet humour qui défie la Camarde, puisque encore tout récemment, comme il dit, j'ai fait une répétition générale, mais bon, je n'avais pas encore le mot de la fin, alors elle attendra. Eh bien, il faut qu'elle attende, Edgar, et c'est ce que nous souhaitons tous et toutes du fond du cœur. En partant de 3 mots simples, je voudrais dire pourquoi à la fois il y a une jeunesse profonde de l'homme et de sa pensée, et pourquoi c'est en effet une pensée à venir. Ce n'est pas une pensée comme une œuvre figée du passé. L'œuvre d'Edgar, dans sa multidimensionnalité, est une œuvre pour le siècle à venir. Ces 3 mots sont les mots suivants: l'événement, l'injustice, l'humanité. Ce que j'ai appris d'Edgar, en tant que journaliste, en tant que citoyen, en tant qu'ami,
c'est cette pédagogie de l'événement. Cette façon, et qui a été constante chez lui dès ses premiers livres, y compris sa propre pratique avant de le théoriser comme une sociologie du présent, avec l'an zéro de l'Allemagne juste après la guerre, où le résistant allait au plus près de ceux qui avaient été défaits. C'est cette idée de bousculer les pensées de système et les systèmes de pensée par le désir d'aller à l'événement, d'accueillir l'événement, d'accueillir l'énigme de l'événement. Il y a un texte fondateur dans Le chemin d'Edgar qui est justement l'événement sphinx. Cet événement qui, et c'est l'allusion qui a été faite à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, dont nous ne connaissons pas le futur, qui nous interpelle, qui nous bouscule, qui dérange les avant-gardes autoproclamées, qui dérange ceux qui pensent que l'histoire est écrite, et qui est, comme l'a toujours dit Edgar, fait d'inattendu, d'improbable et d'incertitude. Ce qu'il a théorisé par la suite, en parlant de dialogique, mais qu'on trouvait dans Argument déjà autour de la praxis, forme de subversion d'un marxisme doctrinaire, ce qu'il a mis en pratique dans la théorisation, et c'est le petit livre précédé d'un entretien avec vous qui accompagne ce numéro de Lerne sur la crise et la notion de crise comme justement une énigme, mais pas simplement comme on le pensait avant le diagnostic du remède, comme une question qui nous est posée, où l'on retrouve le sphinx. Et c'est ce qu'il a toujours pratiqué, y compris dans sa pratique maurinienne du journalisme, où il, loin d'être un intellectuel médiatique, il a toujours imposé son agenda aux médias, se saisissant de l'événement pour bousculer sa propre pensée, pour la mettre à l'épreuve de l'événement, et du coup nous donner d'autres pistes, d'autres éclairages, d'autres hypothèses. Et c'est ce qu'il a fait, évidemment, on s'en souvient, en se saisissant de mai 68, avec ses amis Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. En citant ces deux hommes, cela m'amène au deuxième mot. L'événement, donc, et l'événement comme ce moteur qui, évidemment, est l'adversaire des pouvoirs établis, de tous les pouvoirs d'intérêt, de situation assise, car il les dérange, évidemment. Donc, en plus de cette vision libertaire de l'événement, il y a dans toute la ligne de vie d'Edgar ce refus de l'injustice. C'est pas un hasard s'il y eut ce compagnonnage avec le fort castoriadiste dont la pensée s'ancrait dans l'opposition de gauche au stalinisme. Le refus que la fin justifie les moyens. Le refus que l'on puisse mentir au nom d'une vérité supérieure. Le refus qu'au nom du combat contre une injustice, contre une terreur, on puisse fermer les yeux sur d'autres terreurs. Ce qui fait qu'Edgar, et vous connaissez combien il a dû en payer le prix par des polémiques et des calomnies, a toujours tenu tous les bouts. Le refus d'oublier la cause palestinienne, le refus que des injustices anciennes ou actuelles fassent l'ombre sur cette injustice faite au peuple palestinien. Cette pensée libre de cet homme spinoziste, cet homme qui est au fond profondément marane, refuse les identités qui enferment, les identités closes, les identités racines, et qui fait en permanence cette façon de lier toutes les injustices. Ce qu'il a vécu aussi dans son refus toujours des diabolisations, des excommunications, son désir de toujours aller tendre la main à celui qui est chassé en meute, celui qui est diabolisé, Et il me l'a appris ça, y compris à mes dépens, et je l'ai appris de lui. Ce refus, au fond, et notre époque en est pleine, des excommunications conservatrices ou progressistes, dans leurs étiquettes, macartistes ou staliniennes. Et vous savez bien que nous vivons avec cela.
derrière cette attitude humaine, il y a sa pensée profonde. Il y a, comme on dit, l'homme de la complexité, au cœur de la méthode. Mais la complexité, ce n'est pas assez complexe, vous le savez tous. C'est cette idée que tout est en lien, qu'il faut tout relier. Que, phrase de Pascal qu'il cite toujours, le tout est la partie. La partie est dans le tout et le tout est dans la partie. Que toute chose est causée et causante. Religaré, relié, et cela fera écho sans doute à ce que dira Régis Debray, puisqu'évidemment on y retrouve les religions, c'est-à-dire on y retrouve la quête d'un au-delà, d'un idéal, d'un horizon qui nous dépasse. Edgar est un homme qui, bien que non-croyant, est au fond quelqu'un qui a été fidèle à cette idée qu'il y a du spirituel dans l'engagement, une façon de s'élever, de se relever, d'aller au-delà de nous-mêmes. C'est évidemment l'envers de beaucoup de choses qu'on entend dans notre époque, et c'est pour ça qu'il est au rendez-vous de cette jeunesse qui s'ébroue et qui secoue le manteau de poussière où on l'assignait à résidence, à l'immobilité, à la fatalité et à la résignation. Le troisième et dernier point, c'est évidemment ce mot d'humanité. Chez Edgar, et c'est pour ça que son œuvre fascine et nous semble si solitaire, il y a toujours eu ce souci, et en ce sens, il est fidèle, y compris de façon critique, à Marx, dans ce qu'a eu de meilleur Marx, ce souci de pensée globale. De ne pas penser qu'on va perdre et de dire que des banalités, à faire ce défi d'essayer de penser aussi bien le tout que les parties. De refuser ce que les spécialisations, derrière leur apparence de compétence, peuvent avoir d'enfermement, de clôture. Comment elles peuvent borner l'horizon. Comment elles peuvent amener à, justement, ne pas voir tout ce qui est lié et tout ce qui est en relation. Dans le travail qui a été très important pour lui dans ces 20 dernières années, sur l'éducation, sur ce que serait une éducation nouvelle, il y a cette idée de transmettre aux nouvelles générations, non pas des savoirs clos, des savoirs qui mettent dans des boîtes, et donc qui assignent, mais des savoirs qui permettent d'ouvrir, qui permettent de faire mouvement, et qui donc soient en relation. Dans ce souci de pensée globale, de penser le tout et le parti, il y a dans toutes les audaces d'Edgar ce souci très fidèle à l'un de ses auteurs préférés, Montaigne, l'auteur des Essais, ce souci de penser l'individu et la société, y compris l'individu pensant, y compris le Edgar lui-même, car nous avons là un des rares auteurs que l'on pourra commenter tout en commentant ses propres journaux d'enquête, ses propres doutes, ses propres dépressions, ses propres amours, ses propres confessions. Ce qui est exceptionnel, il n'a pas voulu cliver cet homme. Il n'a pas voulu dire, voilà, il y a l'homme de science qui serait au-dessus de vous. Non, je suis un spécimen de l'humaine condition et je me montre nu aussi devant vous et en même temps pensant comme vous et affrontant ses audaces. Ce qui amène à ce qui est au cœur de sa pensée d'aujourd'hui, pensée globale, Montaigne. Pourquoi je dis que c'est une pensée de notre avenir? Les mots un peu sombres de notre ami Alain Touraine. Moi, je vois nos temps comme des temps qui hésitent, des temps de transition, qui me font plus penser dans tout ce qu'ils conjuguent entre crise économique, le monde financier que nous connaissons, révolution industrielle, mais peut-être une révolution semblable à l'invention de l'imprimerie, crise écologique, une humanité qui prend conscience du fait qu'elle est l'espèce qui peut menacer le monde, menacer le tout vivant. Il y a dans ce souci, que Edgar appelle ce souci d'affronter une crise de civilisation, et ce souci de conscience que nous sommes non pas dans des civilisations les unes face aux autres et certaines supérieures à d'autres, mais que nous sommes tous dans une civilisation globale, profondément multiculturelle, et multiculturelle dans la réalité de nos peuples, de nos langues, de nos imaginaires, de nos nourritures, de nos musiques, de nos littératures. Et donc dans cette volonté de penser tout cela, pour moi Edgar est l'homme de la Renaissance. Car nous oublions trop que ce moment que nous appelons dans notre culture
avec plein de guillemets occidental, la Renaissance, fut dans l'instant un temps d'immense décadence, où Giordano Bruno est brûlé à Rome, les linéaments de libres penseurs, les premiers humanistes, où les Amérindiens sont massacrés dans la conquête, une fois passé le moment d'émerveillement de la découverte de l'autre, où les guerres de religion ravagent l'Europe et notamment la France entre catholiques et protestants. Mais dans ce même moment de décadence, qui illustre aujourd'hui tous nos soi-disant penseurs du déclin, du repli, de la fermeture, de la clôture, de l'identité malheureuse, eh bien non, il y a ceux qui disent, mais ce chemin peut être aussi le chemin de la Renaissance. Dans cet inattendu, dans cette catastrophe possible, ce probable qui mène à la catastrophe, il faut parier sur l'improbable, qui dépend aussi de nous, de notre liberté, qui est ce pari de la Renaissance. Enfin, pour terminer, une des particularités d'Edgar, et qui fait que nous sommes si nombreux à l'aimer dans la diversité de ce que nous sommes, c'est que ce n'est pas une pensée d'autorité, parce que c'est une pensée qui lie sa façon de penser le bien commun, la politique globale, mondiale, à tout sens du terme, la cité, il le lie à une poétique. La poésie est toujours présente chez Edgar, y compris quand il veut nous inviter à penser, il cite un poète, Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Machado, Caminante no al camino. La poésie est toujours là. Clin d'œil avec son compagnon, qui, aussi jeune que fut Stéphane Hessel, qui, comme vous le savez, pouvait réciter toutes sortes de poèmes dans 3 langues, aussi bien l'anglais, l'allemand que le français. Et comme vous le savez, le dernier livre de Stéphane, fait avec Edgar, s'intitule « Les chemins de l'espérance » et fut suivi de La Voix, V-O-I-E, la voix que propose Edgar. Donc voilà, pour tout cela, je veux simplement que nous lui disions tous, que nous saisissions toutes ces occasions pour lui dire merci, car il nous aide à résister, il nous aide à avancer, il nous aide à inventer. Merci. Shukran. Muchas gracias. Thank you very much. Je constate que les femmes sont très nombreuses dans cette salle. Cela compense un peu le désir. Michel Dievorka, vous êtes sociologue. Quel regard portez-vous sur ce sociologue atypique, presque hétérodoxe, hors les murs, qui développe une sociologie du dehors plutôt qu'une sociologie du dedans? Ça devient difficile de parler après Touraine qui est Plenel. Il dit déjà des choses très fortes. Mais effectivement, je me disais, dès que nous sommes arrivés, on a demandé à ce que le monde arabe soit un peu plus présent, et lui, les femmes, on pourrait ajouter les jeunes, les gens d'Amérique latine, que sais-je. C'est vrai que c'est vraiment pas à l'image d'Edgar, ça, et puis je dirais même, c'est pas très festif pour l'instant, mais peut-être qu'il y aura une dimension plus. Ensuite, et donc, mais je voudrais dire des choses maintenant plus construites, et qui vont tout à fait dans le sens de ce qui a déjà été dit. Moi, je veux dire pourquoi j'aime Edgar, hein, je ne vais pas vous... C'est d'abord parce que c'est à la fois, ça a été dit autrement, la résistance et la construction. Moi, j'ai adoré la sortie du Parti communiste. En plus, je fais partie de ceux qui ont connu Annie Kriegel. Donc, bon, je sais ce que ça a pu signifier. Aujourd'hui, ça nous semble facile de dire quelqu'un a quitté le Parti communiste. C'était pas facile de quitter un parti comme le Parti communiste. Mais encore plus courageux, peut-être, sa position sur le conflit israélo-palestinien. C'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, oui, c'est même pas tellement le courage, la fermeté. Des choses qui ne se discutent pas. On ne transige pas. On ne transige pas. D'un côté. Et puis d'un autre côté, et je vais dire autrement, construire des façons de réfléchir qui mettent fin à 30 ou 40 années de fragmentation, je serai un tout petit peu plus précis dans un instant, de fragmentation et de glaciation.
si je devais périodiser un tout petit peu les choses, vu de mon point de vue, Edgar, je dirais, dans les années 50 et 60, tu es au cœur des choses. Tu fais partie vraiment de ce monde qui est à la fois intellectuel et dans les sciences sociales, avant que les choses se séparent, et tu fais vraiment partie de ce monde qui est très sensible encore à Jean-Paul Sartre, qui est ce monde de la liberté, ce monde de la responsabilité. Bon. Tu es au cœur des choses, tu es au cœur des sciences sociales. Il y avait beaucoup moins de sociologues à l'époque. Avec Touraine, vous étiez 4 ou 5, très proches de Georges Friedman, dont le nom mérite peut-être d'être prononcé aujourd'hui. Et donc, oui, tu es central dans la vie sociologique. Clausewitz qui a été évoqué, ça continue jusqu'à peut-être la rumeur d'Orléans. Et puis arrive, ce que les Italiens, pour d'autres raisons, ont appelé les années de plomb, les années d'après 68, les années 70, 80, 90. Alors je vais durcir un petit peu l'image pour bien me faire comprendre. C'est des années où vont triompher le structuralisme, l'idée qu'il faut pourchasser le sujet, même le tuer, c'est encore mieux. C'est des années, politiquement, dans nos milieux, de gauchisme triomphant. C'est des années de très grand sectarisme. C'est des années de haine. C'est des années où rôde la violence. C'est des années aussi où l'on est, et il y a un sociologue allemand que j'aimais beaucoup, Ulrich Beck, où il dénonçait ce qu'il appelait le nationalisme méthodologique. On ne se rend pas compte qu'il n'y a pas que la France au monde. Mais à l'époque, oui, on est très ethnocentrique, on est franchouillard, très souvent dans les sciences sociales, sans trop s'en rendre compte. Et dans toutes ces années-là, il y a des gens comme Touraine qui disent « moi je résiste, j'en résiste ». Moi j'étais avec Chanel Touraine, donc j'ai fait partie de ces gens qui ont accompagné Touraine dans cette époque qui était très dure à vivre, parce que dominait tout ça. Alors Edgar, lui, il a choisi, je trouve, un autre chemin, donc je l'ai non pas perdu de vue, mais enfin, il n'était plus central dans la sociologie. Edgar, c'est ce qui a été dit, il discute avec les scientifiques, avec les biologistes, les cybernéticiens, il rentre dans un autre univers que celui des sciences sociales françaises de cette époque-là. De temps en temps, il pousse un petit gueule, il écrit des articles. Le livre sur la chrysologie date de ces années 80, je pense, le texte. Mais enfin, bon, il peste contre Bourdieu, comme d'autres. Mais enfin, c'est pas... Il n'est pas au cœur du truc. Il est bon. Et on peut se dire, bon, avec les années 80, 90, bon, c'est un has-been, quoi. Il est ailleurs, dans la méthode, etc., qui n'intéresse pas beaucoup les sciences sociales dans l'ensemble. Pas assez. Et puis, l'évolution vient, et d'une drôle de façon. Les sciences sociales deviennent de plus en plus professionnelles. Alors, elles deviennent de plus en plus... D'abord, il y a des processus d'évaluation. On pourrait analyser tout ça, je ne vais pas le faire trop longuement, mais enfin, on rentre dans une époque où c'est de plus en plus professionnel. Elles deviennent très... Les chercheurs s'internationalisent, comme dit le jargon qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque chercheur est dans des réseaux planétaires, discute avec des gens qui ont la même spécialité que lui, qu'elle, mais tendent à s'enfermer dans des niches. Et ont beaucoup de peine à monter en généralité, à penser global, pour reprendre cette expression, et je dirais même à penser politique. La politique devient une spécialité sociologique. Il y a les théoriciens de la politique, comme il y a ceux du travail, de l'éducation, et je dirais même, on peine à s'intéresser à des grands processus historiques, en tant que chercheur en tout cas. Et puis progressivement, depuis quelques années, tout ça commence à se défaire. Le structuralisme n'a pas complètement disparu, bien sûr, enfin, ça n'est plus le cœur de la pensée des sciences sociales. Le gauchisme n'a pas disparu, bien sûr, mais enfin, ça n'est plus lui qui occupe le devant de la scène dans les sciences sociales. Et puis, ces tendances plus récentes que j'ai évoquées, cette fragmentation, chacun dans sa niche, chacun dans sa spécialité, on commence à ne plus en vouloir. Et on entend dire internationalisation, mais aussi pluridisciplinarité, ça devient la tarte à la crème. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend énormément. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'Edgar a une longueur d'avance. Et que finalement, lui qui semblait s'être éloigné, il nous dit, écoutez, il faut arrêter cette pensée comme ça parcellisée, il faut arrêter de dire, d'un côté je m'intéresse à l'individu, d'un autre à la société, d'un autre au monde, d'un autre à l'espèce humaine. Non, il faut brasser tout ça dans des réflexions qui soient capables, sans perdre de leur acuité, et de circuler
dans ces espaces gigantesques. Pluridisciplinarité, c'est évident, on est bien au-delà, c'est pas de la pluridisciplinarité, c'est le retour à une vie intellectuelle où on discute entre personnes qui peuvent s'intéresser à les mêmes questions à partir de compétences d'un type ou d'un autre. Et non seulement, et je termine là-dessus, je ne veux pas être trop long, mais non seulement Edgar a une longueur d'avance, mais il a des projets. Et je trouve ça merveilleux. Et je ferai tout, je le dis publiquement, parce que les projets peuvent concerner l'institution que je dirige, je ferai tout pour que ces projets puissent progresser, puissent avancer, et je dirais, trouver un écho de plus en plus large. Donc moi aussi, Edgar, je fais partie des gens qui t'adorent. J'ai oublié une chose qu'on n'a pas encore dite quand même. Il y a en plus toujours de l'humour chez Edgar. Et ça, c'est formidable. Des échanges de mails sur des sujets un peu ennuyeux, et puis clac, un éclair comme ça, et jamais méchant. Jamais méchant, ça je voudrais le dire aussi, dans ce monde où il y a plein de haine recuite, de rivalité, de gens qui se détestent sans trop savoir pourquoi toujours, mais enfin c'est comme ça. Écoutez, moi j'ai jamais pris Edgar en défaut de gentillesse, d'écoute, de sens de l'altérité, et donc merci. C'est vrai que l'humour d'Edgar est un humour tout à fait particulier, puisque nous partageons ensemble la gastrono-latinophonie, le latin de cuisine, et tous nos échanges de mails se font dans cette langue particulière. Jean-Michel Blanquer, alors j'imagine que la question de l'éducation, évidemment, nous intéresse au premier chef, avec la célèbre interrogation de Marx, qui éduquera les éducateurs. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc à mon tour de déclarer ma flamme à Edgar avec les autres, et de le faire après des discours qui sont déjà effectivement très forts et qui ont dit beaucoup de choses. Par exemple, dans ce qu'a dit Edoui Plenel, il y a déjà un certain nombre d'éléments sur les questions relatives à l'éducation. Je ne vais pas non plus faire un résumé de l'article que j'ai pu donner pour les cahiers, puisqu'on peut le dire. Mais je voudrais dire à mon tour l'importance qui a été déjà soulignée du lien entre l'homme et l'œuvre. Et c'est une des idées fortes d'Edgar en permanence, c'est-à-dire le fait de ne pas se considérer comme en surplomb, comme sur un promontoire, du haut du ciel des idées, délivrant ses solutions, mais au contraire comment, avec une forme d'humilité méthodologique, il se met au milieu de ce qu'il a à dire. Et prêt d'ailleurs à douter de lui-même et de ce fait prêt à avancer. De ce fait d'ailleurs il rejoint une très grande tradition philosophique qu'il revendique, à commencer par Socrate, et ça a évidemment un impact sur l'éducation. De ce fait, la réflexion qu'on peut avoir sur la relation entre la pensée d'Edgar Morin et l'éducation ne peut pas ignorer les questions biographiques et les questions de la vie d'Edgar Morin et de son engagement dans différents domaines. On ne peut pas d'ailleurs ne pas noter que l'éducation intervient relativement tard dans le travail d'Edgar, et ça rejoint ce que vient de dire Michel Dvorka quand il a fait sa chronologie décennie par décennie. D'un seul coup, on voit arriver, disons, dans les années 80, et surtout 90 en fait, dans le virage, si je puis dire, Edgar Morin et une pensée sur l'éducation comme l'aboutissement finalement logique de tout ce qui a précédé. Et de ce point de vue-là, il y a donc plusieurs aspects biographiques qu'il faut souligner. D'abord, alors j'ai du mal à le faire là sous le contrôle d'Edgar lui-même, puisque je peux me tromper, mais il y a toute la dimension de l'enfance, bien entendu, et dont il parle beaucoup dans ses livres. Et donc l'éducation qu'il a lui-même eue, c'est très important de l'avoir à l'esprit, parce qu'elle a à la fois cette dimension classique qu'il faut avoir en tête. Edgar fait souvent référence à des grands textes, à la façon dont il est entré dans l'histoire de France d'une manière assez classique et d'une manière qui aujourd'hui lui fait écrire des choses particulières sur ce qu'est être français, et je crois que c'est un point intéressant. Une deuxième dimension biographique beaucoup plus tard, c'est justement quand à la fin des années 90, il est appelé par le ministre de l'Éducation, Claude Allègre, à ce moment-là, pour contribuer à une évolution des programmes, à une évolution des approches, dans la perspective pluridisciplinaire qui a déjà été soulignée, qui est évidemment un des grands marqueurs de la pensée morinienne. Et là, cette incursion dans le réel, cette fois-ci sous l'angle de l'éducation, est une bonne expérience, tout en étant une expérience un peu douloureuse,
puisque Edgar Morin fait l'expérience des résistances du système, qui est un système important, de grande taille, avec ses forces, avec ses idées, avec ses idées très structurées, et les belles idées de l'interdisciplinarité se heurtent à un certain nombre d'oppositions qui ne coïncident pas du tout avec le clivage gauche-droite d'ailleurs, mais avec bien d'autres clivages. Et lorsqu'on regarde ces épisodes, on voit d'abord que c'est un épisode de déclenchement bibliographique déjà, parce qu'il y a plusieurs livres que Edgar écrit à cette époque sur l'éducation, et notamment, in fine, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, qui sera édité par l'UNESCO, et qui va avoir un impact mondial très important. Et puis, une série d'ouvrages, encore récemment, Enseigner à vivre, qui tire les leçons de cette réflexion sur, au fond, comment cette pensée générale de la complexité peut avoir un impact sur l'éducation. Et ce qui, moi, m'a intéressé, avec d'autres choses, parce que beaucoup de choses m'ont intéressé, c'est à quel point Edgar Morin a joué le jeu de cette entrée dans le réel, et quelles leçons il a tirées de cette entrée dans le réel. Et là, 2 ou 3 réflexions à partir des idées fortes finalement qui sont présentes dans cette œuvre et de l'impact concret, parce que je crois que c'est important de voir finalement les conséquences pratiques qu'on peut essayer de voir là-dessus, en reliant un peu les dimensions philosophiques et théoriques aux dimensions pédagogiques concrètes de tous les jours. D'abord, premier point, l'importance de l'illusion dans la pensée d'Edgar Morin. Toute personne qui a lu n'importe lequel de ses livres sait cela. D'une certaine façon, Edgar Morin renouvelle, sous l'angle que ce soit anthropologique, sociologique, philosophique et sous l'angle des sciences sociales en général, la traditionnelle question du doute sur le réel, la traditionnelle question socratique de je sais que je ne sais pas. Et cette question du doute, elle est pour lui absolument fondatrice de son épistémologie et de toutes ses réflexions sur l'illusion, par exemple l'illusion d'optique et l'illusion de la connaissance. Et là, 2 questions surgissent à ce moment-là. La première, c'est au fond, est-ce que Edgar Morin n'est pas sur une fausse piste quand il parle ainsi? Parce qu'on peut produire une première question qui est au fond, est-ce qu'une épistémologie, même très élaborée et très juste, disons, est forcément une pédagogie? Et ça, c'est un des grands risques pédagogiques éternels, c'est de penser qu'un aboutissement est un commencement. Penser qu'une complexité à laquelle on est arrivé est ce qui doit être enseigné immédiatement à chaque enfant. Puisque le savoir se fait en chemin, comme ça a été rappelé poétiquement tout à l'heure, on ne doit pas épargner ce chemin à ceux qui suivent. Il faut que la pédagogie soit ce chemin. Et si l'on dit tout de suite, si on explique tout de suite à quelqu'un la physique quantique avant d'être passé par la physique newtonienne, on risque d'égarer plus que d'éclairer. Et cette objection que l'on pourrait faire à Edgar Morin est évidemment une objection qui rencontre assez aisément sa réfutation dans l'œuvre d'Edgar Morin. Parce que ce que l'on comprend très vite, c'est que, premièrement, le doute n'est pas le doute pour lui-même. Ce doute tel qu'il s'exprime dans cette pensée est toujours un doute constructif. Voyons d'ailleurs la cohérence de ce point avec ce qui a été dit sur Edgar en tant qu'être humain. Ce doute est fait non pas pour faire vaciller, il n'est pas fait pour inquiéter, il n'est pas fait pour dire que tout n'est qu'illusion. Il est fait pour créer de la réflexivité chez celui qui apprend, chez l'enfant en l'occurrence, lui faire prendre du recul, savoir qu'il va apprendre des choses, mais que ces choses, eh bien, elles pourront être mises en doute. Ça ne signifie pas que les choses les plus simples ne doivent pas être apprises d'abord pour aller ensuite vers des choses plus complexes. Ça signifie justement cela, et je pense que c'est une des conclusions que l'on tire. Quand j'avais des responsabilités au ministère de l'Éducation, j'avais ce genre de dialogue avec Edgar. Certains ont été filmés d'ailleurs, et pour moi c'était très intéressant quand on essayait de faire évoluer le socle commun de connaissances et de compétences, de poser ce genre de questions à Edgar Morin. Et là, on avait sa réponse qui était aussi biographique, qui était aussi issue de son expérience. C'est-à-dire qu'il ne voulait en aucun cas que ce qu'il avait dit soit interprété comme une façon de déconstruire, on dirait, les savoirs fondamentaux dont on a besoin lors de la petite enfance.
Deuxième élément que l'on peut... deuxième question subséquente quand on parle de la question de l'illusion, c'est la relation que l'on peut faire entre la pensée épistémologique et éducative d'Edgar Morin et des éléments extrêmement nouveaux dans le paysage pédagogique, des éléments qui sont en train de révolutionner la pensée pédagogique, et je pense en disant ça aux sciences cognitives. Nous savons aujourd'hui des choses sur le cerveau humain que nous ne savions pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ce qui est très frappant dans les écrits d'Edgar, y compris des écrits qui ne portent pas spécifiquement sur l'éducation et qui peuvent dater des années 60 et 70 quand justement il se frotte aux sciences dures, c'est justement une forme de don d'anticipation par rapport à des choses qui depuis ont été prouvées. Je pense à plusieurs choses et j'en vais en souligner une. La boucle de rétroaction. Cette idée que la rétroaction est fondamentale dans la connaissance, mais aussi qu'elle est fondamentale dans l'acquisition de la connaissance. Or, c'est quelque chose qui aujourd'hui est démontré du point de vue du fonctionnement du cerveau. On sait que l'enfant en particulier a besoin de tester, a besoin d'avoir une rétroaction d'informations pour avancer sur son chemin. Et que son chemin n'est certainement pas un chemin linéaire d'ailleurs, mais un chemin en ressort d'une certaine façon, c'est-à-dire avec une série de rétroactions qui ne sont pas, et qui ne conduisent pas à tourner en rond, mais bien à avancer. Et donc, relié, c'est que Edgar Morin a écrit sur ces points, et ce qui se dit aujourd'hui dans les sciences cognitives est aussi quelque chose de très riche. Et puis, au-delà de la question de l'illusion, je voudrais dire 2 mots sans être trop long, sur la question de la pluridisciplinarité qui a déjà été évoquée, qui est évidemment très importante, qui était aussi un petit peu au cœur de l'épisode de la fin des années 90 dont j'ai parlé. Là aussi, pour finalement voir dans quelle mesure on peut dépasser des malentendus. La question de la pluridisciplinarité est typiquement quelque chose qui crée des oppositions assez stériles entre les anciens et les modernes. À partir du moment où on dit pluridisciplinarité, le clivage pédagogique classique va être entre ceux qui vont défendre la discipline et ceux qui vont défendre l'inter, la pluri, la transdisciplinarité. Ce clivage, s'il était productif, ça se saurait, puisque comme ça fait à peu près plusieurs décennies que l'on joue cette pièce de théâtre, si elle avait eu un résultat, ça se verrait. Et je pense que la pensée d'Edgar Morin est un moyen de la dépasser. Alors, je le dis un peu à la lumière de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire à la fois son expérience biographique. Ce n'est pas un homme qui écrit ce qu'il a écrit sur son expérience à l'école primaire qui voudrait que d'autres ne bénéficient pas de ce qu'il a vécu. Si on pense, et là c'est un sujet facilement polémique, à la question de l'enseignement de l'histoire, il est évident qu'on n'enseigne pas de la même façon l'histoire à l'école primaire, au collège et au lycée, et qu'on doit là aussi aller du plus simple au plus complexe. Alors si on veut créer une polémique, on va dire vive le roman national d'un côté, et de l'autre on va dire vive la nouvelle histoire, vive l'histoire économique, etc. Si on essaye d'être un peu constructif et qu'on pense surtout à l'intérêt des enfants, on va se dire qu'il est absolument fondamental d'installer une chronologie dans l'esprit de l'enfant le plus tôt possible, que des choses assez simples doivent être dites à l'école primaire, qu'on ne va pas lire Marc Bloch au cours préparatoire, qu'en revanche, il n'est pas interdit d'avoir installé le doute sur ce qu'on apprend dès le début. Et ensuite, à partir du collège, puis à partir du lycée, d'être capable de mettre en perspective ce que l'on a appris. Et si on n'a pas créé le socle, si on n'a pas créé les points de repère, il est difficile d'installer un véritable esprit critique, qui est évidemment au cœur de l'objectif de la pensée d'Edgar Morin. On installe plutôt du désordre et c'est évidemment contre-productif. Donc il y a la possibilité aujourd'hui, je pense, avec la pensée d'Edgar Morin, non pas d'épouser un camp ou un autre, mais de passer à autre chose. Et les sciences cognitives font partie de cette autre chose qui peut nous aider, mais aussi d'autres éléments, évidemment. Y compris, évidemment, d'autres aspects de la philosophie d'Edgar Morin. On pourrait évidemment développer plus longuement encore. Je voudrais dire en conclusion que ce qui est intéressant dans cette approche pluridisciplinaire, c'est que, évidemment, Edgar Morin, kaléidoscopique de toutes les disciplines, anthropologue, sociologue, philosophe, pédagogue, débouche sur une éthique. Et que l'un des points très intéressants de ce qu'il écrit sur ces sujets, c'est qu'on doit
à la lumière de ce cheminement qu'il propose, avoir aussi une approche de finalement ce que l'on transmet comme valeur aux enfants. La question du doute est évidemment de nouveau au cœur de cela, mais la question des choses très simples, comme la question du respect d'autrui, dont on discute beaucoup en ce moment quand on réfléchit aux réformes de l'éducation, aux inflexions que l'on doit donner aujourd'hui à l'enseignement qu'on transmet aux enfants. Cette question des valeurs, elle est au centre de Terre Patrie, par exemple. Elle est aussi au centre d'autres écrits qui finalement prennent au sérieux l'enfant. Nous savons aujourd'hui que des choses absolument décisives se jouent lors des premières années. C'est pour ça que j'insiste tant sur l'école primaire, de 0 à 6 ans notamment, et ensuite aussi jusqu'au collège, à être capable d'installer lors de ces 10 premières années ce qui va ensuite pour la vie être décisif. Et là on retrouve la vie des pères morins, c'est-à-dire cette capacité de résister, cette capacité de s'engager, cette capacité à regarder l'autre avec autant de respect, cette capacité à faire miel de tout. C'est évidemment des choses qui prennent racine dans une formation. Et je crois que la plus belle des choses que l'on peut faire, c'est prendre le tout de cette pensée complexe pour justement avoir une approche à la fois humble, parce qu'il n'y a jamais de solution absolue aux questions pédagogiques, à la fois une approche humble, mais une approche plus assurée aussi de ce qui est souhaitable pour les décennies prochaines en matière d'éducation. À mon tour de dire merci dans toutes les langues. Gracias, Seigneur. Merci Jean-Michel Blanquer. Je me souviens que lorsque vous dirigiez la DGESCO dans le comité scientifique, Pierre Borin était souvent présent, ce qui montre que son intérêt pour l'éducation n'est pas simplement un intérêt abstrait. Et d'autre part, j'aimerais quand même rappeler, ça ne se sait pas assez, qu'il existe maintenant à Douai un lycée d'excellence qui porte le nom des Pierre Borin. Donc c'est un élément symbolique important. Régis Debray, on voudrait vous entendre sur ce grand frère, celui que vous appelez parfois ce grand frère, que vous avez rencontré, je le rappelle, à l'occasion du tournage d'un film que réalisait Jean Rouch et Pierre Morin, à savoir Chronique d'un été, film extrêmement original qui avait été primé d'ailleurs à Cannes. Vous écoutez. Mon cher Edgar, il est clair qu'on t'adore. Il y a unanimité. Je n'ai pas assisté aux 70 ans de Staline à la Mutualité, mais je pourrais dire à mes petits-enfants que j'ai assisté aux 90 ans et quelques d'Edgar à Lima. C'est un culte de la personnalité qui devrait te désarçonner, toi qui as été un peu contre, mais je trouve un peu normal finalement qu'on te traite des couronnes d'empereur, même si ça me fait un peu drôle, un vieux copain de 56 ans, que je ne savais pas destiné à une béatification de son vivant. Moi, je vais te dire, ça ne m'étonne pas qu'on te traite des couronnes d'empereur, parce que tu es un type très sympathique et tu as une œuvre impériale. Alors c'est évidemment compliqué. Le compliqué n'est pas ce qui te gêne. Moi, je dois avouer que l'homme panorama, le Morin encyclopédique, philharmonique et galactique me dépasse complètement. Moi, je suis monoïdéique, confiné, cantonal, et l'impérial me désarçonne. Un empire, c'est constitué de plusieurs provinces. C'est la définition. Un empire est multiethnique. Un empire est multiprovincial. Et moi, je t'avouerai que je ne me sens pas chez moi dans beaucoup de tes provinces, aussi bien, bon, je trouve qu'on en a excellemment parlé, je ne vais pas ajouter une tresse à d'autres tresses. C'est vrai que l'épistémologie, la méthode, la connaissance de la connaissance, la sociologie de la sociologie, ça m'échappe un peu.
j'ai été philosophe, mais je ne le suis plus depuis longtemps. Il est vrai que la terre-patrie, le planétaire, la société monde, la politique de l'humanité également, ça me dépasse. Je suis trop peut-être pessimiste, un certain sens du tragique. Je crains beaucoup les pensées optimistes qui ne produisent pas toujours le meilleur. Donc, sur l'identité terrienne, je m'abstiens. La complexité, bien entendu, c'est essentiel. J'ai toujours tenu de mon école primaire qu'il convient d'expliquer le complexe apparent par le simple invisible et que le progrès de l'humanité est lié à son art de simplifier. Décanté, allégé, concentré dans les systèmes d'écriture, c'est évident. On commence par les pictogrammes, il y en a des milliers, des idéogrammes, il y en a quelques centaines, et puis arrive miraculeusement des signes alphabétiques, il y en a plus de 20. Et avec ça, on va reconstituer le monde. Bon, moi, si tu veux donc que les choses soient claires, le grand esprit est trop grand pour moi. Mais ce que j'aime en toi, parce qu'il faut tout de même attendre, après toutes ces restrictions, il faut tout de même que je dise pourquoi je suis là. Ce que j'aime en toi, c'est le grand vivant. Et quand je lis là, que je découvre en ce moment, ce merveilleux ouvrage, j'avoue que ce sont les livres qui sont dans la catégorie vécu dans la bibliographie, qui me semblent les plus extraordinaires. Peut-être parce que j'ai plus d'atomes crochus avec le poète ou l'écrivain qu'avec le philosophe. Mais je vais te dire pourquoi. J'aime le grand vivant. D'abord parce que c'est un homme généreux. Ce qui est dans notre milieu absolument exceptionnel. Tu as lu la phénoménologie de l'esprit, moi j'en ai des vagues souvenirs, il y a 60 ans. Mais je me souviens qu'il y a une description de l'animal intellectuel très drôle chez Hegel. L'animal intellectuel, il explique qu'il est méchant par destin et vocation. C'est-à-dire qu'il doit s'imposer par rapport aux autres, donc c'est celui qui ricane, qui méprise et qui jalouse. Je ne t'ai jamais entendu dire un mot méchant de quiconque, même des gens qui ne t'aiment pas et que tu n'aimes pas. Alors ça, je trouve ça, cette bonté qui n'est pas de niaiserie, elle est complexité. Cela, ça fait de toi, pour moi, quelqu'un de très singulier dans notre détestable milieu. Tu n'es envieux de rien ni de personne. Et tu as l'art de franchir les fossés, les océans, de croiser les contraires, d'aller aux États-Unis faire ta formation épistémologique et puis de te vouer à l'Amérique du Sud. Tu as l'art d'être juif jusqu'au bout des ongles et de t'occuper des Palestiniens, ce qui est assez rare. Tu as l'art de parler de Paris, de Berlin, de ta mémoire. Tu nous as fait avec autocritique la plus belle, je dirais, le plus beau bilan de toute une période de la vie politique et intellectuelle française. Bref, je vois en toi un passant considérable. Et ce passant ne passera pas. En tout cas, il nous aide à passer, nous, beaucoup de fausses antinomies. Il nous aide à passer beaucoup de mauvaise humeur parce que tu es un homme de bonne humeur. C'est aussi un peu rare aujourd'hui. C'est-à-dire que l'empereur aurait tout pour être pontifiant, et c'est un marrant. Ça, c'est tout de même extraordinaire. Complexité encore. Et donc, tout ça fait que, malgré le côté culte de la personnalité qui est un peu fastidieux, je dois te dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment très sincèrement. Voilà. Et que j'en suis, comme d'autres. Maintenant, il reste à l'empereur
l'empereur couronné de réagir, non pas de s'auto-célébrer, hein, mais de réagir à tout ce qui est écrit. D'abord, merci mes amis présents ici, merci ceux qui m'ont accueilli dans cette salle, évidemment Jacques Lang, Mathilde, merci vous tous d'être venus pour cette réunion. Et je crois que François Dibonnet a dit le mot important pour moi qui est l'amitié. L'amitié et l'amour, ce sont deux choses qui font vivre, sans lesquelles on dépérit, enfin je dépéris. Et je dirais même que c'est ça qui m'incite à travailler. Si je suis comme un haut fourneau qui, s'il n'est pas alimenté sans arrêt par de l'amour, ne s'allume pas, n'arrive pas à faire son acier. Alors, l'herbe, pour moi, c'est une sorte de panthéonisation littéraire de choses. Et surtout, disons, je ne pouvais pas m'attendre à cette promotion, si j'ose dire. Je n'étais pas du tout comme dans la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, je me voyais toujours en bas de l'affiche. Alors je suis monté dans l'affiche, très content. D'ailleurs, je dois dire que les honneurs, au début, c'était quelque chose qui me protégeait. Parce que j'étais, par exemple, au CNRS, tellement déviant, tellement anormal, que dès que j'ai eu une première promotion, de présider une commission de l'Association internationale de sociologie, j'étais très heureux. Et du reste, vu ma marginalité ou ma déviance par rapport à l'université, j'étais très heureux d'avoir des doctorats honoris causa dans des universités évidemment étrangères. Bon, au début c'était une protection, un bouclier. Maintenant ça me fait plaisir, j'avoue que collectionner les doctorats honoris causa, ça me fait plaisir. Je rencontre des gens, je parle, c'est très bien. Et alors, on arrive à ce noyau qu'on peut nommer complexité. Et je veux dire, le point de départ de tout ça, c'est ce que j'appellerais mon faible imprinting, pour employer ce mot de Coran Lawrence, qui dit que l'imprinting, c'est cette marque qui se fait sur le jeune animal à un moment donné et qui s'imprime définitivement en lui. Et chez nous, l'imprinting, c'est à travers l'éducation des parents, c'est à travers l'école, à travers... Or, moi je remercie mon père de ne m'avoir donné aucune éducation. Bien sûr, il vivait une morale qui était la morale de la solidarité familiale, mais il m'a apporté aucune idée, aucune norme. Hein. Et ça veut dire, je le remercie de m'avoir obligé à chercher moi-même mes vérités. Et dans une époque particulièrement troublée, qui était celle de l'avant-guerre, où se heurtait, il y avait la crise de la démocratie, la crise de l'économie capitaliste, il y avait le stalinisme dans son pire et le nazisme dans son horreur. Bon. Et puis moi, j'étais dans cette époque, des idées m'influençaient. Je pensais que chacun disait quelque chose de juste, y compris des idées contraires, vu mon faible imprinting. Et c'est un des éléments qui m'a amené à adopter cette phrase de Pascal en disant le contraire d'une grande vérité, c'est pas une grande erreur, c'est une vérité contraire. Mais c'est pas seulement ça, ce sentiment que on ne peut pas rester dans une idée simple sans la présence d'une certaine façon de l'idée contraire, mais c'est aussi la découverte que les grandes questions nécessitaient tous
je veux dire, le recours à des connaissances qui sont hermétiques les unes aux autres, qui sont fermées. Ça a été ma grande découverte quand j'ai commencé mon livre « L'homme et la mort », c'était de voir que pour traiter la mort, il fallait traiter pratiquement toutes les sciences humaines, de la psychologie à la préhistoire, de mobiliser les connaissances sur les psychanalyses, enfin, bon. Et donc de découvrir aussi bien la mort, la vie, la réalité, le monde, ce sont des choses qui ne peuvent essayer d'être abordées que en rassemblant des connaissances et en les organisant. Donc tout ceci m'a amené à un moment donné de dire que j'essayais de formuler une méthode pour la connaissance complexe, pour répondre au défi de la complexité. Et qui un peu développé, mais voilà ce que j'ai fait. Et bien entendu, j'ai dû naviguer longtemps avec peu de compréhension, parce que par rapport aux spécialistes, j'étais superficiel, j'étais journaliste, c'était vulgarisateur. Bon, mais progressivement, ce statut inférieur est un peu dégradé, et maintenant, quelques-uns disent que j'essaie de penser des problèmes importants, et donc je suis content de ce point de vue-là, et cette herne, dans le fond, consacre, au moins pour une partie des gens, consacre ce statut auquel finalement, vous savez, la déviance ne donne pas, et se trouve en quelque sorte récompensé. Et alors donc, voici donc ce numéro de l'herbe qui est un peu comme mon arche de Noé et qui emporte avec elle toute une ménagerie intellectuelle, tous les thèmes qui m'ont intéressé et qui sont traités par des compétents, par des amis, et tous avec beaucoup de sympathie. Alors, cela étant dit, je voudrais répondre à la question que m'a posée au début, en parlant des nuits debout. Ma réaction première reste un peu, moi je trouve là aussi bien des aspirations justifiées à une autre vie, un autre monde, contre l'hégémonie de la technique, de l'argent, de la finance, de l'anonymat, tout ça. Je trouve des aspirations que des adolescents ont déjà portées en mai 68, mais qui ont été confisquées par ce qu'on appelait à l'époque les groupuscules, c'est-à-dire par les partis, par les maoïstes, par les trotskistes, par les communistes staliniens, etc. Bon. Mais je trouve ces aspirations qui renaissent sans arrêt sous des formes nouvelles, et je trouve des aspirations et les révoltes, je sais, je les comprends. Mais je trouve que s'il y a la recherche d'une pensée, il n'y a pas encore une pensée. Je reviens à cette idée dont parlait Alain Touraine tout à l'heure, il y a quand même un vide actuellement. Il y a eu la pensée à déserter la politique, à déserter pas seulement les responsables politiques, mais le champ de la réflexion. Bien sûr, vous direz, non, vous citerez Régis Debray, vous citerez Castoriadis, vous citerez Lefort, bien sûr, mais je pense que dans notre culture, il y a un besoin, et je crois que là-dessus, c'est cette élaboration d'une pensée nécessaire pour qu'à partir de légitimes aspirations et révoltes se dégage une voie. Mais nous n'en sommes qu'au préliminaire. Il ne faut pas toujours... Il y a un bouillonnement,
il se peut qu'il retombe, il se peut que ou même que ces retombées soient fécondes, mais je pense que, pour ma part, j'envisage avec sympathie, et on sent que les scories que l'on puisse se manifester, je ne mettrai pas, disons, le crachat sur le visage de Finkielkraut sur le même plan que la tête du gouverneur de la Bastille sur une pique le 14 juillet 1989. Non, mais nous savons que même des événements importants et exaltants ont comporté des scories. Moi, je me souviens, cette merveilleuse moment de la libération de Paris, on venait m'apporter les prostituées pour les faire tondre. Et moi, je profitais des moments pour les faire sortir par une porte dérobée. Je suis tout à fait conscient. Mais le problème n'est pas de réduire une grande force bouillonnante qui elle-même comporte inévitablement des déchets. C'est comme toute fête comporte ces bouteilles brisées, ou bien ces rixes, ou bien ces fonds. Non, je pense qu'il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être idéalisé, mais je pense que c'est quelque chose qui est très significatif de ces choses qui ont déjà surgi sous d'autres formes ailleurs, Occupy à New York et aux États-Unis, les Indignados qui sont plus ou moins transformés en Podemos, tous ces mouvements qui portent des parcelles de ce qui devrait être, disons, notre viatique politique, intellectuelle future d'affaires. C'est-à-dire, je termine peut-être avec ce que j'ai commencé. Moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que tout est séparé, tout est compartimenté. C'est pas seulement le savoir, en discipline, en spécialisation, c'est la vie de chacun. Les bureaucrates dans leur bureau, les spécialistes dans leur spécialité, l'ouvrier OS dans son geste mécanique. Bien entendu, nous réagissons tous contre l'anonymat, contre la fermeture, contre le calcul, contre l'hégémonie du tous. Nous créons tous, comme nous pouvons, nos oasis de vie, dans nos familles, dans nos repas d'amis, dans nos fêtes. Là, nous nous défendons. C'est-à-dire que le fric n'est pas tout puissant, le calcul n'est pas tout puissant. Bien, mais ils sont hégémoniques, ils sont là. Et je pense que les aspirations à une autre vie, des aspirations à plus de fraternité, plutôt à de la fraternité, de la solidarité, de la communication, de la communion. C'est Régis qui a écrit que tout ce qui nous rassemble nous transcende, nous dépasse. Nous lier à quelque chose du passé. Et c'est ici que je viens à cette idée contestée par Régis, c'est que cette identité terrienne, moi je dirais que le constat élémentaire que nous donne le monde entré dans la mondialisation, c'est qu'il y a désormais une communauté de destin pour tous les humains, où qu'ils soient, parce qu'il y a les mêmes problèmes vitaux et mortels, parce qu'il y a la dégradation généralisée de la biosphère, et pas seulement de la biodiversité, c'est la dégradation de nos champs, de nos cultures, pas seulement en France, en Afrique, dans le monde entier, avec la monoculture industrialisée, l'élevage industrialisé. La dégradation des campagnes est peut-être plus grave encore que la dégradation de la biodiversité. Bon, vous avez cette menace aussi avec le changement climatique. Bon, la planète est menacée par nous. Elle est menacée, nous sommes menacés par nous, avec le développement, la propagation des armes nucléaires qui pourront être un jour privatisées. Nous avons la domination
de la finance sur l'économie qui n'est absolument pas régulée, comme nous le savons surtout depuis 2008 où nous allons de crise en crise, et ce n'est pas terminé. Nous avons le développement des fanatismes qui sont soit ethniques, soit religieux, à la fois et non religieux, se propagent les uns les autres, c'est-à-dire que là aussi, les fanatismes ennemis s'entretiennent les uns les autres voluptueusement. Donc, nous sommes dans un monde où c'est l'humanité qui est menacée dans son devenir, peut-être dans sa existence. Bon, peut-être, en effet, il se peut qu'on ne soit pas tous anéantis dans l'hypothèse la pire et que, comme dans Mad Max, il reste quelques survivants. Mais l'important, c'est que nous avons un destin commun. Et au moment de ce destin commun, m'apparaît comme évident, on se referme dans le particularisme, dans la peur de l'étranger, de l'autre, de l'ennemi. Et c'est ça qui me semble important. Je suis tout à fait partisan, je ne suis pas du tout, je veux dire, de ceux qui pourfendent le patriotisme. Je pense que les nations sont des réalités profondes aux très grandes racines. Moi, je me suis enraciné français et c'est une de mes jouissances profondes. J'ai pensé que l'Europe était bonne et je me suis rendu compte que ce projet a dégénéré, s'est dégradé. Et bon, tant pis, c'est malheureux, c'est ainsi. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut lier nos problèmes qui sont concrets ici en France, d'un pays qui veut se régénérer, d'un pays où des forces vivent dans tous les domaines, l'économie sociale et solidaire, l'économie biologisée, solidarité pour les réfugiés. Enfin, c'est un pays où quand on va en province, quand on voit un vouloir vivre, quelque chose qui est le contraire de cet aspect mort que donnent les administrations, que donne la politique, que donne tout ce qui est bureaucratisé, que donne tout ce qui est technocratisé. On ressent une vitalité justement contre ce qui est technocratisé, bureaucratisé, financiarisé, etc. On veut vivre, c'est un pays qui veut pas seulement survivre, qui veut une autre vie. Évidemment, changer la vie, c'est un peu trop ambitieux, mais changer notre vie actuelle, oui, c'est possible. Il faut remodifier ce mot d'ordre qui fut celui de Mitterrand. Donc, si vous voulez, je crois que nous sommes dans une situation où nous devons conjuguer tout ce que nous pouvons faire ici en France, en dépit évidemment des limites que impose la mondialisation, mais certaines peuvent être transgressées. Il faut lier notre volonté ici, je pensais, à ce sentiment que, disons, j'appelle, d'ailleurs c'est Touraine qui appelle l'humanisme planétaire, et qui veut dire ceci. Ça veut dire, nous ne sommes pas seulement des êtres humains qui, à travers leur diversité extrême d'individus, de cultures, ont quelque chose en commun, fondamentalement. Nous ne sommes pas seulement dans cette humanité aujourd'hui qui devrait découvrir sa communauté de destin. Nous devons maintenant, avec ce que nous avons appris de la préhistoire et de ce que nous savons de l'histoire, et en voyant un peu toutes les prouesses étonnantes dans le monde de l'informatique, de la technologie, de la médecine sur les cellules souches, en voyant, si vous voulez, pas seulement un passé inouï, incroyable, qui a commencé il y a 100 000 ans, mais aussi un avenir qui prend des formes elles-mêmes ahurissantes, parce que ou bien
D'un côté, c'est l'avenir catastrophique où tout risque de s'effondrer par catastrophe en chaîne. D'un autre côté, c'est la promesse d'une vie meilleure biologiquement, grâce aux cellules souches, de pouvoir prolonger sa vie tout en étant jeune, la possibilité que les robots, les machines fassent tout le travail emmerdant et nous libèrent pour les jouissances intellectuelles et culturelles et esthétiques, qu'on puisse jouir vraiment des beautés que non seulement la nature, mais des chefs-d'œuvre de l'art, de la musique, de la littérature nous ont donné. On voit deux avenirs étonnants et incroyables, et une histoire qui elle-même est incroyable et dont le XXe siècle lui-même a suscité des choses incroyables avant qu'elles se produisent, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, le bolchevisme, la révolution russe et le fascisme. Donc, je veux dire que pour moi, ce sentiment d'humanisme planétaire est un sentiment qui me donne très profondément en moi la conscience que je suis une particule infiniment dans cette aventure extraordinaire dont je fais partie indissolublement, et ça ne m'empêche pas de m'intéresser aux choses très concrètes, aux nuits debout, au flamenco et à l'amour. Voilà. Merci, Edouard. Avant de clore, je voudrais simplement remercier d'autres collaborateurs du cahier qui ne sont pas à cette table. Sabah Abdessalam, par exemple, qui est à la fois une femme et marocaine, chère Maki. Il y a également Monique Perrière, Jean-Louis Lemoigne, Jean-Michel Dian, Florent Forestier et quelques autres que j'oublie peut-être, que je voulais remercier pour leur participation à ce cahier. Merci. Mais alors un mot, quand ma parole ultime était l'amour, je pensais évidemment à Sabah, mon épouse ici présente. Merci.